Bonjour à toutes et à tous. Nous allons enchaîner notre avant-dernier webinaire 2022. Si, bien 2022. Donc aujourd'hui, en trois parties, on va voir avec des frayeurs de dernière minute technique, mais normalement tout est bon. Donc, sur la seconde partie du webinaire, on va retrouver les mêmes. Donc, nous avons en face de moi Raphaël. Eh bien, c'est ça, Raphaël de Saméros, donc chargé de mission qualité ici à l'ISQ. Donc, mes principales missions consistent à s'assurer que nos fonctionnements correspondent aux exigences du COFRAC au niveau de l'accréditation pour délivrer les certificats de qualité. Donc, gestion des process, amélioration continue, tout ceci. Et également quelques audits, certains pourront me voir ou m'ont déjà vu, et animation de webinaire aussi, un peu l'homme à tout faire, quoi. Voilà, l'homme à tout faire avec aussi, comme d'habitude, Marc Verger, votre auditeur responsable du développement et des opérations à l'ISQ, est ravi de co-animer ce webinaire avec Raphaël, comme d'habitude. Nous avons non plus l'homme au bonnet, mais un nouveau barbu parmi nous avec Louis, qui est plutôt en charge normalement de tout ce qui est contractualisation, qui va être aux manettes derrière. Travailleur de l'ombre, voilà, mais bon, on va le mettre à la lumière. Et ensuite, donc, deux grandes parties. Une première partie, droit de la propriété intellectuelle, droit d'auteur, et également avec Stéphanie, donc on va arriver vers elle, elle va se présenter. Et ensuite, un point très rapide sur l'actualité et un point plus court que d'habitude sur l'audit de surveillance en fonction des questions que nous pourrions avoir. Alors, voilà. Stéphanie, alors, bienvenue, merci de nous rejoindre. Alors, je vous laisse vous présenter. Qui êtes-vous? Merci, bonjour à tous. Alors, je suis avocate au barreau de Paris depuis une vingtaine d'années et j'interviens essentiellement, j'ai une formation généraliste en droit privé, mais j'interviens au quotidien plus en propriété intellectuelle et en droit du travail, côté entreprise essentiellement. Parfait, donc merci. Donc c'est vrai que cette fois-ci, on va surtout faire appel à la casquette droit de la propriété intellectuelle, droit d'auteur. On a, alors de quoi allons-nous parler un petit peu? Alors ici, en fait, on a identifié quelques questions, bien sûr, avec votre aide. Donc on va essayer de répondre et à être tout à la fois concret et pragmatique en s'appuyant sur les questions qu'on a pu recevoir des derniers connectés au dernier webinaire. Et puis, on fera un petit peu plus de droit, donc avec des slides un peu chargés, on s'en excuse, mais bon, avec le droit, on a toujours un petit peu de mal. Alors, de quoi allons-nous traiter? Qu'est-ce qu'un support de formation? Quel est l'intérêt de le protéger? Qu'est-ce que la propriété intellectuelle? Qui est titulaire des droits d'auteur? La protection des supports de formation est-elle possible? Est-ce qu'il y a d'autres voies de protection? Et est-ce qu'on peut trouver des astuces? Pourquoi tout ça? C'est une problématique, bien évidemment, que nos dirigeants d'organismes de formation, on rencontre très régulièrement. Ça peut avoir un impact sur un indicateur très spécifique qui va être le 19 dans le référentiel national qualité. Et j'ai un peu l'impression, et moi le premier, que j'utilise quelquefois un mauvais escient, droit de la propriété intellectuelle et droit d'auteur. Donc, je vais essayer de clarifier tout ça pour qu'on parle bien des bonnes choses. Alors, la première question qu'on peut se poser, en fait, Stéphanie, c'est lorsqu'on parle de support pédagogique, de quoi est-ce que l'on peut parler lorsqu'on est avec un organisme de formation? Alors, en effet, parce que la question principale, ça va être de savoir si on peut et comment on peut faire protéger un support pédagogique par le droit d'auteur plus spécifiquement. Et donc, qu'est-ce qu'un support pédagogique? C'est tout ce qui va permettre la fixation du contenu d'une formation. Donc, ça peut être un support papier classique avec un livret pédagogique qu'on peut remettre aux gens qui suivent la formation. Ça peut être aussi pendant la formation, la diffusion de slides sur PowerPoint ou d'autres supports. Ça peut être l'accès de la formation via une plateforme en direct ou en différé, c'est-à-dire un contenu digital. Ça peut être une vidéo qu'on insère dans une formation où la formation elle-même est entièrement vidéo. Ça peut être également un enregistrement audio. Bref, tout ce qui permet la fixation va permettre en fait la mise en forme de la formation pour qu'il en reste quelque chose et qu'on en ait une trace. Parfait. Donc, si on devait résumer, c'est en gros ce avec quoi nos bénéficiaires, pour reprendre les textes de Calliope, vont pouvoir partir ou récupérer, bien évidemment, quel que soit aujourd'hui
le type de support, qu'on soit sur du print et ou du digital, image, audio ou non. Donc voici déjà, donc, pour bien cadrer en tous les cas ce dont on parle, le sujet, voici ce qu'est déjà un support pédagogique. Alors, quel peut être l'intérêt de le protéger, ce support? L'intérêt, il est essentiellement, bien évidemment, pour les organismes de formation, mais également pour ceux qui créent les supports de formation ou les formations économiques. Parce que on comprend bien qu'il faut réaliser le support, il faut réaliser la formation, ça demande du temps, du travail. Éventuellement, on investit quand on est employeur ou quand on embauche, quand on a un contrat avec un prestataire, ça représente un investissement financier. Il y a les locaux qu'on va utiliser, le matériel qu'on va utiliser, les abonnements éventuellement pour les plateformes digitales, etc. Tout ça va être nécessaire pour qu'on arrive à créer le support en lui-même. Donc déjà, ça coûte de l'argent. Ensuite, celui ou celle qui va vouloir créer ce support va essayer de se promouvoir ou de promouvoir la société dans laquelle il travaille, la marque éventuellement de cette société. Donc tout ça, ça suppose également des investissements publicitaires et promotionnels. On a également intérêt à pouvoir l'utiliser et le réutiliser au besoin après l'avoir modifié au gré des modifications de la vie de tous les jours, des normes et des lois, etc., des intérêts et des problématiques qui se posent, mais également pour l'adapter vers d'autres formations, des thèmes qui peuvent être proches, mais pas strictement identiques à ceux de départ. Et puis enfin, on a intérêt à empêcher surtout les autres de l'utiliser gratuitement, voire d'en tirer un profit, alors que nous, on ne pourra plus en tirer profit. Si par exemple, les personnes qui vont suivre la formation peuvent se transmettre les supports de formation sans suivre la formation et sans payer le coût de la formation, c'est un manque à gagner pour la société ou pour le titulaire, en tout cas du support de formation autorisé à l'utiliser. C'est également une perte de chiffres et de bénéfices si un tiers, concurrent par exemple, va aller piquer votre travail pour ensuite l'utiliser et lui, alors qu'il n'aura fait aucun investissement pour créer ce support, puisque ce n'est pas lui qui l'aura créé, va en tirer des bénéfices. Donc, vous aurez été totalement spolié de toutes les retombées positives économiques pouvant exister. L'intérêt, il peut être aussi éventuellement moral. Notamment, on peut créer des choses et puis ne plus avoir envie du jour au lendemain de continuer à diffuser ces éléments-là. Et si ce support-là, on ne veut plus le diffuser ou qu'on veut le diffuser uniquement dans un cadre, mais pas dans un autre, eh bien là, on aura la possibilité, avec cet intérêt moral, à avoir la main dessus pour s'opposer ou au contraire autoriser sa diffusion. Ok, alors on a bien vu de quoi on parle de tout ce qui est support pédagogique. On a bien vu quel peut être aujourd'hui donc l'intérêt de le protéger. Alors c'est vrai que sur un webinaire on va simplement effleurer le sujet, mais au moins qu'on essaie de clarifier tout ce qui est droit de la propriété intellectuelle et droit d'auteur pour qu'on sache de quoi on parle réellement. Propriété intellectuelle. Première partie, première découverte, on va dire light. De quoi parle-t-on? Alors, dans la propriété intellectuelle, c'est un terme générique en fait. On a à l'intérieur, je ne suis pas sûre qu'on soit sur le bon slide, j'étais sur le 6. Voilà. Dans la propriété intellectuelle, on a deux branches. On a la propriété littéraire artistique, qui est celle la plus évidente, c'est-à-dire le peintre, c'est-à-dire l'architecte, c'est-à-dire le musicien, etc. Et on a la propriété industrielle, où là, on va plus être sur les dessins et modèles, les marques, les brevets, qui nécessitent des formalités administratives pour que naisse le droit. À la différence, la propriété littéraire artistique qui comprend les droits d'auteur et les droits voisins, notamment les artistes, interprètes et autres, n'a aucun besoin d'aucune formalité administrative pour naître et pour exister. Ça veut dire que dès qu'il y a une création, c'est la condition sine qua non, la création d'une œuvre de l'esprit fait naître, même si elle n'est pas achevée, un droit
d'auteur. C'est très intéressant parce que c'est un droit puissant. C'est un droit qui va octroyer à l'auteur un monopole sur sa création. Il sera le seul à pouvoir accepter ou refuser, qu'elle soit, alors là on rentre un petit peu dans la suite, qu'elle soit diffusée ou pas, qu'elle soit commercialisée ou non, qu'elle soit représentée, qu'elle soit reproduite, dans quelles conditions, etc. Alors, c'est pour ça qu'on avait préparé une slide sur le droit d'auteur. Donc là aussi, peut-être pour bien clarifier de quoi on parle. Oui, on a effectivement le droit d'auteur est divisé lui-même en deux branches. Il va se diviser, c'est la spécificité du droit français. D'un côté, le droit moral, c'est-à-dire le droit de l'auteur de dire si oui ou non il veut diffuser, divulguer l'œuvre. Première chose. Le droit également à ce que son nom soit attaché à sa création, donc le droit de paternité. Et le droit également à l'intégrité de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de saccager l'œuvre sans son accord, on n'a pas le droit de la modifier sans son accord, on n'a pas le droit d'en faire une œuvre seconde sans son accord de toucher à l'œuvre première. Ce droit moral, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Ça signifie que, auteur vivant ou mort, il reste et il demeure attaché à l'auteur durant sa vie et à ses héritiers ou des fondations qui viennent protéger ses droits postérieurement à son décès. Voilà, première chose. Et puis, on a de l'autre côté les droits patrimoniaux. Vous verrez, le droit moral, il est au singulier, toujours. Les droits patrimoniaux sont tout pluriels. À l'intérieur, on a le droit de représentation et le droit de reproduction. Ces droits-là, ils sont attachés aussi à l'auteur et ce, durant toute sa vie et sur les 70 ans qui suivent sa mort. Donc, ils sont transmis, bien évidemment, à ses héritiers ou à des fondations quand il n'y a pas d'héritier. Donc, on distingue bien d'un côté les droits patrimoniaux et le droit moral. Il y a une deuxième distinction importante dans le droit d'auteur, c'est la chose, c'est-à-dire l'œuvre qui a été créée elle-même, l'objet, et les droits qu'on va pouvoir avoir dessus. Ça n'est pas parce qu'on est propriétaire de l'œuvre qu'on est titulaire des droits. Moi, je peux acheter une toile, j'en suis propriétaire, j'ai l'objet en possession, mais je n'aurai ni le droit moral qui sera jusqu'à sa mort et au-delà de manière imprescriptible attaché à l'auteur, et je ne serai pas non plus titulaire des droits patrimoniaux. Parce que, et là je pense qu'on peut passer sur la suite, les droits d'auteur naissent sur la tête de l'auteur. Vous imaginez bien que l'auteur, c'est une personne physique. Il y a des exceptions, bien évidemment, mais la règle, c'est la suivante. Le droit d'auteur naît sur la tête de l'auteur, personne physique. Ça signifie qu'il faut faire très attention. C'est que ça n'est pas parce qu'on devient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, propriétaire de l'objet ou qu'on a commandé l'objet ou qu'on a un salarié qui a créé l'objet qu'on devient propriétaire de l'objet, qu'on devient titulaire du droit moral, jamais, jamais, et qu'on peut devenir titulaire des droits patrimoniaux. Ça, possible, mais encore faut-il le prévoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que vous évoquez, on va passer à la slide suivante, qui a un petit peu de texte de loi pour aller sur des questions en fait pratiques qui nous ont été posées. Si vous le voulez bien, Stéphanie, et je regarde toujours la montre, on n'a qu'une heure, hein, c'est pour ça. Les questions pratiques, par exemple, on nous a dit à qui appartient le support de cours qui a été créé, donc le support pédagogique, quel qu'en soit son format, d'un formateur salarié, par exemple. Aux salariés. Aux salariés. Et lorsque c'est un formateur non salarié, donc aux non salariés. C'est le principe. Le droit naît sur la tête du créateur, personne physique. Ce qui ne veut pas dire que l'organisme de formation ou l'employeur du créateur ne pourra pas devenir titulaire des droits patrimoniaux. Mais encore faut-il le prévoir dans des contrats spécifiques, écrits et très détaillés.
Donc, si je comprends bien, je suis un dirigeant d'organisme de formation. J'ai mandaté un intervenant externe ou un salarié pour bien développer une formation d'1 ou 2 journées. Donc, il va travailler sur le déroulé pédagogique, il va concevoir le support de cours. Et ce support de cours, donc, est-ce que je peux l'utiliser, est-ce que je peux le diffuser sans avoir formalisé quoi que ce soit? Absolument pas, c'est totalement interdit. Vous seriez contrefacteur si jamais il y avait des droits d'auteur et vous seriez sinon voire responsable contractuellement ou délictuellement, notamment pour concurrence déloyale. D'accord, donc c'est vrai qu'on voit, je dirais si on fait un petit peu un retour, on va dire très terre à terre, de très nombreux organismes, on peut l'observer, que ce soit Raphaël et moi, plus particulièrement dans nos audits, où je pense que ce type de précautions ne sont pas prises. Et d'ailleurs, oui, une question à laquelle on a été confronté, on nous dit, est-ce qu'un intervenant peut refuser de nous transmettre, en tant que dirigeant d'organisme de formation, son support pédagogique? Alors pourquoi est-ce que cette question peut être importante? C'est ce qu'au regard du référentiel national qualité, indicateur 19, les organismes doivent démontrer qu'ils ont des supports. Mais alors, est-ce que le salarié qui a développé son support ou est-ce que mon intervenant extérieur peut refuser de me le communiquer? Alors, tout dépendra du contrat qui aura été signé avec lui. C'est-à-dire que s'il est payé juste pour dispenser la formation ou si on peut estimer, à la limite, mais ce n'est pas obligatoire, que par là même, il vous remet le support de formation, il faut bien faire attention parce que remise du support de formation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la possession du bien, ne signifie pas qu'après, l'organisme de formation pourra l'utiliser. Et s'il ne peut pas l'utiliser, c'est d'assez peu d'intérêt. Exactement. Alors, on va passer à la question suivante parce qu'on a bien compris à qui appartenait le support. Mais pour autant, une question, alors là aussi, je ne suis moi-même pas un expert dans tout ce qui est texte de loi, donc quelquefois je peux avoir le mauvais vocabulaire, mais on me dit, est-ce qu'un contrat de travail peut valoir droit de cession? Eh bien non, c'est la même règle. C'est la même règle, sauf à ce que dans le contrat de travail, on prévoit des clauses qui incluent en fait ou qui prévoient aussi une rémunération, qu'elle soit forfaitaire ou qu'elle soit proportionnelle à quelque chose, au chiffre d'affaires ou à autre chose, au nombre d'exemplaires qu'on utilisera après, qu'on reproduira. On peut prévoir effectivement des systèmes de prix s'ajoutant au prix du travail qui a été fourni pour la mise en place de la formation et la dispense éventuelle de la formation, pour que l'organisme de formation soit aussi cessionnaire des supports de formation et puisse les utiliser par la suite sans l'intervention ou avec l'intervention, ça dépend, du formateur. Parfait, alors, je suis très content. Bon, on avait déjà évoqué ça en échangeant en amont, mais dans mes vies antérieures de dirigeant d'organismes de formation, je n'avais jamais rien prévu de tel dans les contrats de travail. Il y a peut-être un petit peu de boulot à faire, et peut-être que ça explique aussi vos doubles casquettes sur la partie droit d'auteur, droit de la propriété intellectuelle et droit social, puisqu'on sait que le droit social va couvrir entre autres la contractualisation avec nos intervenants. Après, autre question très pratique aussi, un formateur peut-il utiliser les supports d'un autre formateur parce qu'il est parti à la retraite, parce qu'il a démissionné, parce qu'il peut être en arrêt? Alors, c'est toujours la même règle en fait, hein. Tout dépend de ce qui est prévu au contrat. Et celui qui va faire le lien probablement entre les deux formateurs successifs, ça sera l'organisme de formation. D'où l'intérêt de prévoir des contrats entre le prestataire d'origine ou le salarié d'origine et l'organisme de formation, de manière à ce que le support de formation et les droits patrimoniaux de ce support de formation soient cédés à l'organisme de formation pour qu'ensuite il puisse lui-même en disposer et autoriser un tiers à les utiliser, c'est-à-dire le successeur de celui qui sera parti à la retraite. Alors, quand je vous écoute, j'ai vraiment le sentiment d'avoir été très, très mal informé dans mes vies antérieures, mais je me dis heureusement que mes salariés n'étaient peut-être pas plus informés que moi. Alors, c'est vrai que on rencontre souvent ces problématiques-là. Les employeurs, quels qu'ils soient, les organismes de formation, pensent que le fait de rémunérer un salarié pour créer quelque chose qui n'est pas totalement absurde non plus, hein,
fait que ils deviennent titulaires de l'objet et des droits qui sont liés. Mais en fait, non, il suffit que le salarié ou le prestataire se fâche pour que raison lui soit donnée. D'accord, donc beaucoup de précautions à prendre si on veut rester dans les clous. C'est vrai que quand tout va bien, eh bien tout va bien. Et lorsqu'il peut y avoir quelques tensions, s'il y a un petit peu de houle dans les relations, ça peut devenir compliqué. C'est ça. Il Ouais. faut revoir vos contrats. Voilà. Et l'ISQ ne renvoie pas les contrats, hein, donc on n'est pas là pour ça, en tous les cas, de notre côté. Question pratique toujours, un client peut-il reproduire et utiliser nos supports pour information et ou formation en interne de ses salariés? On sait que c'est souvent ce qui peut arriver, hein. Un organisme de formation développe du contenu, on fait un ou deux groupes chez un client, et puis après, eh bien, un salarié s'impose ou s'improvise formateur interne en reprenant nos supports. Possible, pas possible, et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors non, normalement, il n'a pas le droit de le faire. Il peut ne pas avoir le droit de le faire à plusieurs titres. D'abord, s'il y a des droits d'auteur, parce que pour l'instant, on part du fait comme si c'était acquis, mais ce n'est pas si évident que ça qu'un support de formation soit reconnu comme générant des droits d'auteur. Encore faut-il, là je vais un petit peu en avant, mais que les juges considèrent que ce support est original et qu'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Donc autant vous dire que ce sont des notions volontairement vagues de manière à ce qu'elles puissent évoluer dans leur forme au fil du temps. Mais ce sont donc des conditions un petit peu compliquées. La raison est la suivante, c'est que bien évidemment, il faut savoir raison garder. Si on offre à quelques personnes des monopoles, les premiers à arriver, des monopoles sur des supports de formation assez basiques, ça veut dire aussi que tous les suivants ne pourront jamais utiliser des expressions, des termes ou des trames identiques ou similaires sans risquer de se voir accusés de contrefaçon. Donc, les juges essayent quand même de limiter les droits accordés aux créateurs ou aux titulaires des droits auxquels ont été cédés les droits d'auteur, de manière à ce que toute la France et le monde ne soient pas paralysés par ces monopoles-là. Donc, normalement, si on a un droit d'auteur, personne n'a le droit de le reproduire ou de l'utiliser pour quelque raison que ce soit, sauf quelques exceptions, et notamment des nécessités d'actualité journalistique, de polémique, etc. Bon, il en existe, hein, bien évidemment, l'archivage, etc. Mais il ne demeure pas moins que normalement, la réponse est non si on a des droits d'auteur dessus. Deuxième possibilité, c'est qu'on a intérêt aussi, et là j'en arrive déjà un petit peu aussi à notre conclusion, qu'on a déjà bien évidemment bien effleuré, c'est qu'on a intérêt, les organismes de formation ont tout intérêt à se border en prévoyant dans leur contrat des obligations pour toutes les personnes qui ont accès à leur formation, qui fait que si jamais ces tiers ne respectent pas les obligations mises à leur charge pour pouvoir accéder à la formation, donc notamment réutiliser les supports à des besoins personnels plus ou moins commerciaux ou nécessités dans le cadre de leur propre société, sans avoir à débourser l'argent des formations prises auprès de celui qui a créé la formation. À ce moment-là, on peut avoir une responsabilité contractuelle s'il viole ses obligations. Et enfin, en dernier lieu, si on n'a plus rien de tout ça, si on n'a ni droit d'auteur ni obligation contractuelle, on peut néanmoins parfois rechercher la responsabilité délictuelle sur, notamment quand il y a des relations de concurrence entre les organismes de formation, sur la concurrence déloyale entre entreprises. D'accord. Parfait. Alors, je comprends qu'utiliser un support produit par un sous-traitant, si on n'a pas formalisé nos relations, ça risque d'être compliqué, même si dans les faits, effectivement, là aussi, hein, on oublie un petit peu. J'avais rajouté une question arrivée ce matin, mais j'avais eu un petit peu, on va dire, les yeux plus gros que le ventre compte tenu du temps, donc on va la passer de côté, mais on l'a bien prise en compte. Alors, cession, licence des droits patrimoniaux, que peut-on dire dessus rapidement? Alors,
Alors, je l'ai déjà plus ou moins touché du doigt tout à l'heure, donc je ne vais pas être très longue. Effectivement, ça peut intervenir à titre gratuit, à titre onéreux, mais en tout cas, il faut bien le préciser. Et dans tous les cas, il faut absolument, absolument, absolument que la cession soit écrite. Sinon, l'auteur peut venir dire « je n'ai jamais cédé mes droits ». Voilà. Donc, voilà. Et il faut prévoir dans le contrat toutes les conditions d'utilisation. D'accord, donc toute l'importance de bien formaliser, rédiger, préciser, étudier ce que l'on va pouvoir faire ou ce que l'on va vouloir faire demain dans le cadre d'un contrat. Très bien. Droit d'auteur, quelles sanctions? Alors, c'était là aussi l'intérêt quand je vous ai dit que le droit d'auteur était intéressant parce qu'il était très fort. C'est que quand on arrive à démontrer que, on a une œuvre originale et donc des droits d'auteur dessus, et que cette œuvre originale a été reprise en tout ou partie par un tiers qui n'était pas autorisé, à ce moment-là, on a des sanctions qui peuvent être très fortes. On a des sanctions pénales, d'abord, où effectivement, on a quand même des peines d'emprisonnement lourdes. Ça peut être 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Ça peut être 7 ans et 750 000 euros d'amende lorsque le délit est commis en bande organisée. Il faut savoir que les peines peuvent même être doublées lorsque le contrefacteur était lié à l'auteur, enfin au titulaire des droits qui a été lésé. Donc, c'est d'autant plus intéressant et d'autant plus dissuasif de cumuler les protections si vous pouvez, c'est-à-dire d'un côté, essayer de faire que votre support de création soit suffisamment original pour qu'il puisse être protégé par le droit d'auteur, et d'un autre côté, de border vos contrats, y compris avec les consommateurs de vos formations, de manière à ce qu'il leur soit fait interdiction d'utiliser, de diffuser de quelque manière que ce soit en dehors de la formation elle-même qui est dispensée, les supports que vous mettez à leur disposition, parce qu'alors là, on a effectivement des peines qui sont doublées. Donc, c'est vraiment pas anodin. Et nous avons des sanctions également civiles. Alors, c'est vrai que les sanctions, on va soit devant le tribunal correctionnel, soit devant le tribunal judiciaire. C'est vrai qu'on va plus souvent devant le tribunal judiciaire parce que l'indemnisation du préjudice de la partie lésée est meilleure qu'au pénal, ce qui peut être demandé aussi au pénal. Hein. Mais du coup, le côté on va vous faire emprisonner ne répare pas le préjudice trop de la partie lésée. C'est la raison pour laquelle on va beaucoup devant le tribunal judiciaire, tribunal civil. Et là, l'essentiel, c'est qu'effectivement, on n'a pas de peine sanction, on a uniquement des peines de réparation. C'est-à-dire que celui qui a contrefait pourra être amené à indemniser l'entier préjudice subi par la partie lésée. D'accord. Alors moi, j'ai noté un mot de vocabulaire original dans ce que vous avez évoqué il y a quelques instants. Donc, en fait, là aussi, très terre à terre, je suis un formateur, je produis un déroulé pédagogique, je ne sais pas moi, formation commerciale, hein, on va traiter le questionnement, l'écoute active, je vais m'appuyer sur un certain nombre de publications pour assembler tout ça. Est-ce que là, je peux me prévaloir d'un droit d'auteur quelconque? Je ne peux pas vous répondre tel quel. Il faudrait avoir le support sous les yeux et évaluer. On évalue vraiment au cas par cas et au mot le mot, si j'ose dire. Pas seulement mot le mot, mais aussi les images, etc. L'originalité du support. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même des affaires heureuses. Et la Cour d'appel de Rennes a, en 2020, en novembre 2020, jugé une affaire en condamnant effectivement en matière de support de formation, en condamnant un formateur qui avait été recruté par une association pour animer. Alors là, la question ne se posait pas, les supports de formation étaient vraiment à l'organisme de formation, enfin à l'association, et les droits aussi. Le formateur était là uniquement pour dispenser la formation sur un thème particulier. Et il se trouve que ce monsieur a créé sa propre société quelques années après, et comme de par hasard, cette société-là a vendu des formations sur des thèmes similaires,
et des formations qui ressemblaient énormément à celles qui avaient été dispensées par l'ancien prestataire de cette association. Et là, les juges ont considéré qu'il y avait originalité effectivement dans ce support de formation. Je peux vous lire peut-être un petit passage. C'est rédigé comme ça. Dans sa forme et par les idées véhiculées, ah oui, attention, ce qui est protégeable, ce ne sont pas les idées. C'est uniquement la mise en forme d'une création. Il faut une production, vraiment, une mise en forme. Donc, dans sa forme et par les idées véhiculées, est destiné à des militants syndicaux que les choix, donc il faut faire des choix arbitraires, pédagogiques, vont en ce sens avec interpellation des participants et volonté de ne pas rester neutre. Les supports intègrent des formules simples et familières, habituelles du langage syndical et militant, destinées à être comprises du plus grand nombre. Ils comprennent une sélection, là encore il y a une question de choix, des textes légaux qui sont reformulés, donc il y a une mise en forme particulière avec la personnalité de l'auteur qui apparaît là, et comprennent des rappels historiques orientés et des schémas récapitulatifs. Ils proposent des exercices pratiques et interactifs. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ils ne sont ni une simple compilation, ni une synthèse d'éléments connus sous la forme d'un cours classique. Les supports de formation élaborés par l'association, en ce qu'ils sont le fruit d'un effort personnel de création, constituent bien des œuvres originales, comme le premier juge l'a retenu. Donc, je peux pas, c'est vraiment au cas par cas, c'est très compliqué de donner une définition de l'originalité, mais il est sûr qu'il faut que ça ait une touche vraiment personnelle, et là, c'était l'adaptation au public, un langage choisi, des sélections, c'était pas un choix forcément naturel, quoi. D'accord. Alors, compte tenu du temps qui nous presse, en fait, on va faire un grand saut. On va passer sur quelques astuces. Donc, bien sûr, le support sera transmis intégralement. Quelques astuces, et on va quand même essayer de répondre à 2-3 questions avec Louis qui va prendre ça en main. Mais si je viens ici, quelques astuces pour se protéger. Alors, bien évidemment, vous avez compris que le droit d'auteur, c'est bien, mais il ne sera reconnu que si vous avez un problème et par le juge. Première difficulté. Donc, petit conseil quand même, pardon, je fais un aparté. Petit conseil, il faut s'aménager la preuve de la date de la création. Donc, je vous recommande, quand vous créez des supports de formation, que des supports de formation vous sont cédés, de vous les envoyer ne serait-ce que par lettre recommandée AR, de ne jamais ouvrir l'enveloppe, comme ça ils sont à l'intérieur, on a le cachet de la poste et on peut savoir si celui qui vient vous embêter avec un produit quasi identique, voire identique, a été créé avant ou après. Si c'est avant, on est un peu mal. Si c'est après, en revanche, vous avez plus de chances d'être l'auteur et lui de s'être inspiré de votre création. Donc, en dehors de ce droit d'auteur, il y a bien évidemment le droit des contrats. Donc, vous avez intérêt à, dans vos conditions générales, lors de la vente en fait de vos formations auprès des personnes qui vont suivre les formations, à mettre des avertissements, à leur rappeler, à leur faire signer ou des clauses contractuelles leur interdisant de reprendre cette formation, de l'utiliser ou de la transmettre à qui que ce soit à titre gratuit, pas gratuit, etc. Vous avez peut-être intérêt aussi à leur rappeler quelles sont les sanctions encourues en cas de contrefaçon, parce que ça peut dissuader. On n'a peut-être pas forcément, on a envie d'être sympa avec le copain qui n'a pas pu assister à la formation, qui n'avait pas l'argent pour le faire, etc., en lui transmettant les supports, ou le code pour y accéder. On n'a peut-être pas envie de se faire 7 ans de prison, vous voyez. D'accord. C'est plus la même histoire. Vous pouvez aussi, sur vos supports eux-mêmes, rappeler l'identité de l'auteur ou du titulaire des droits, les interdictions éventuelles. Vous pouvez mettre des filigranes sur votre support. Ça peut être la marque, la dénomination de la société, ça peut être interdiction de reproduction, ce que vous voulez. Si c'est la dénomination de votre société, ça permettra également de ne pas avoir de confusion sur l'origine du support. On saura qu'elle vient de votre société et les gens pourront être tentés pour, pas forcément cette formation-là, mais une autre, de revenir vers vous plutôt que d'aller vers le contrefacteur. Le format du document, alors je suis pas très pro en informatique, mais bien évidemment le Word est très déconseillé parce que c'est trop facile de faire un copier-coller.
Mhm. Vous pouvez aussi, j'ai vu ça, moi j'avoue que je ne suis pas fan, mais prévoir des supports à trous, c'est-à-dire que tout n'est pas renseigné et aux personnes qui suivent la formation, éventuellement de les renseigner. Voilà. Comme ça, soit c'est renseigné à la main, soit ils sont obligés de faire un effort supplémentaire pour l'intégrer au format du document qui n'aura pas été sous Word, qu'il faudra modifier, etc., pour ensuite pouvoir le rediffuser ou le retaper. Donc, c'est toujours une contrainte supplémentaire qui peut un peu heurter. Et puis, vous avez des systèmes de sécurité informatique, bien évidemment, notamment le fait qu'on puisse bloquer quelqu'un qui se connecte depuis 2 adresses IP différentes. Là, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une personne derrière l'écran, mais il y en a 2, donc il y a un souci. D'accord. Alors, comme à chaque fois, dès qu'on a un ou une invitée, pour peu qu'il vienne de côté, on va dire, législatif, réglementaire, on est toujours très tendu sur le timing. Alors déjà, Stéphanie, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On va se prendre peut-être 1 ou 2 questions quand même. Donc, quand même le temps de vous remercier. Donc, c'est vrai que c'est un sujet, on comprend bien, qui est vaste. Louis, une ou 2 questions quand même. Alors, on va faire 3-4, j'en ai des rapides. Ah. Première question hyper rapide. Au lieu d'un envoi donc, de courrier dont vous avez parlé avec accusé de réception, est-ce qu'un email avec pièce jointe a une valeur juridique? Alors, on recourt de plus en plus en justice à l'email, mais c'est quand même problématique parce que sur votre ordinateur, vous pouvez changer la date, vous pouvez changer l'heure, vous pouvez trafiquer. Et donc, la date d'envoi et de réception ne sont pas sûres. D'accord. Voilà. Ensuite, si un intervenant refuse de transmettre son support, sommes-nous en droit de ne pas le montrer en indicateur 19 lors de l'audit? En fait, là, ça va plus être... en fait, c'est une vraie problématique qui n'a pas dû être appréhendée lors de la conception du référentiel. Je vous rappelle que quand même le référentiel Calliope a été produit par le ministère du Travail. C'est vrai que c'est un cas très particulier auquel nous n'avons jamais été confrontés, mais ce serait certainement une question à poser au ministère, c'est que faire si les intervenants, se prévalant de ce qu'on vient de découvrir aujourd'hui, pouvaient refuser de présenter des supports. Merci. Alors, une autre intéressante, qu'en est-il quand le support de cours est travaillé par plusieurs salariés de l'organisme? Par exemple, un PowerPoint réalisé par l'expert du contenu plus une autre personne qui travaillerait sur la forme et l'esthétisme. Le topo est-il de fait la propriété de l'employeur? Alors non, la règle ne change pas. C'est-à-dire que les droits vont appartenir, on a ce qu'on appelle des œuvres collectives ou des œuvres de collaboration. Elle va quand même appartenir aux différentes personnes qui auront participé à la création. Après, vous avez l'exception de l'œuvre collective, c'est-à-dire par exemple le dictionnaire où la création est faite sous le nom et à la demande d'une personne souvent morale et qui va être présumée titulaire des droits. Après, ça n'est qu'une présomption simple, on peut aussi la renverser, donc tout ça est très très risqué. Moi, je vous conseille vraiment de garder en tête que les auteurs et les titulaires de droits ab initio sont ceux qui ont fabriqué le support et qu'après, il faut prévoir une transmission des droits patrimoniaux au profit de qui vous voulez. Allez, une dernière. Merci, c'est fait une dernière question. Oui. Si on utilise un manuel ou une plateforme e-learning avec un groupe, faut-il prévoir un support, une licence par bénéficiaire pour rester dans le cadre légal? Y a-t-il un seuil de tolérance pour des reproductions? Par exemple, si on pioche dans divers manuels ou méthodes. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre tout bien la question. J'entends, et il y en a plusieurs, j'entends aussi que visiblement, il pourrait y avoir dans votre support de formation d'autres apports extérieurs. Ça, si ces apports constituent eux-mêmes des œuvres de l'esprit, vous avez très intérêt à faire très attention à avoir l'autorisation pour les inclure dans vos supports.
sauf à ce qu'on rentre dans l'une des exceptions légales prévues au Code de la propriété intellectuelle, si c'est une courte citation, notamment avec rappel du nom et de l'origine de l'extraction, et juste pour discuter. Après, c'est un support de discussion et de polémique autour. D'accord. Alors, allez, on va devoir arrêter parce qu'il nous reste un petit peu de sujet derrière. Donc, en tous les cas, trois choses. La première, je renouvelle une nouvelle fois mes remerciements à Stéphanie pour avoir accepté notre invitation. On voit que le sujet est vaste et qu'on peut générer de nombreuses questions. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions et on verra dans quelle mesure on peut encore apporter quelques éléments de réponse postérieurs à ce webinaire. Et bien évidemment, troisième chose, vous aurez dans le support qui sera en rediffusion les coordonnées de Stéphanie. Et n'hésitez pas, si vous pensez que ceci puisse présenter un intérêt, ne serait-ce qu'économique, au regard de ce qu'on a dit au tout début, de voir avec elle comment est-ce qu'elle pourrait vous accompagner. Merci Stéphanie. Nous, on va enchaîner Merci beaucoup à vous. Sur le très grand classique, le classique avec Raphaël. Merci. Allez, alors Raphaël, actualité très courte, un petit panorama rapide au 1er octobre dernier de tous les certifiés. Alors exactement comme tu as dit, 1er octobre par rapport à mai, donc à peu près 6 mois grosso modo, une demi-année, alors une augmentation de 3% de nombre de NDA actifs et une augmentation de 11% des certifiés Calliope, ce qui nous amène à un total de 35% de NDA actifs qui sont donc certifiés Calliope par tous les certificateurs disponibles. Mais ça, Raphaël, c'était avant le drame. Et ça, parce qu'il y a eu un drame. Effectivement. Alors, oui, la campagne de caducité. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, le gouvernement, les DREDS, ont fait le ménage auprès de tous ceux qui ont soit oublié de déclarer leur BPF et ou déclaré un BPF à 0. Alors, que s'est-il passé en termes de grand ménage, Raphaël? Alors exactement, donc entre nos deux webinaires, nous avons regardé la liste du gouvernement, la liste des organismes de formation, et on a donc constaté qu'entre le 1er octobre et le 13 octobre, 9697 NDA étaient donc retirés de cette liste, étaient donc devenus caducs, et par extension, il y avait 676 certifiés de moins sur cette liste. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pour tous ceux qui ont donc oublié de déclarer leur BPF et ou lorsque la déclaration a eu un problème de transmission et ou lorsque le BPF a été déclaré à 0, eh bien, les DREDS ont ont prononcé la caducité des NDA. Donc, c'est vrai que, et encore, 676, c'était entre le 1er et le 13. Il y en a encore d'autres. Il y a encore eu même la semaine dernière. Toutes les régions n'ont pas été au rendez-vous au même moment. On a eu de notre côté ISQ une trentaine de certifiés à qui ceci est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, première chose, si on voit que vous disparaissez de la liste, on va vous informer par téléphone et par mail et vous laisser 2 mois pour corriger le tir. Et si au bout de 2 mois, vous n'avez pas réussi à corriger le tir, eh bien, à ce moment-là, vous risquez suspension et retrait de la certification. Maintenant, Raphaël, quelles sont les 2 issues possibles qu'on a pu identifier? Alors, donc, comme l'a dit Marc, si votre NDA est donc rejeté par le collecteur, on se rapproche de vous. Et ensuite, 2 possibilités, soit une nouvelle saisie du BPF et donc réactiver le numéro NDA que vous possédez précédemment. Et si, suite à la DREDS, si la DREDS refuse cette nouvelle saisie, eh bien, il y a une nécessité de faire une nouvelle demande de NDA et donc en avoir un nouveau tout neuf. Voilà, donc en fait, c'est quand même très contraignant. En tous les cas, dans le cadre d'une caducité de NDA, votre seul et unique interlocuteur auprès de qui vous devez vous rapprocher, ce sont vos DREDS régionales. Certaines, alors les réactions sont diverses, certaines vont être, on va dire, plutôt bienveillantes avec une possibilité de finaliser ou de refaire le BPF et d'autres seront peut-être moins bienveillantes et vous imposez de repartir à 0, donc de redemander un nouveau numéro de déclaration d'activité, donc bien avec 1 mois de battement. Gardez à l'esprit quand même que sans NDA, la loi normalement vous interdit de prester des formations. Donc, serait intéressant de savoir ce qu'ont fait les 700 qui ont perdu ou les 9000 qui ont perdu leur NDA jusqu'à maintenant. Allez, et l'audit de surveillance, là aussi un petit peu rapide, et le logo. Et en plus, pour la fin, on a gardé
un petit côté cocasse sur l'utilisation du logo et les OPCO. On va s'amuser. C'est ça. Alors, facile ou difficile, Raphaël? Donc on échange. Alors, ah oui, c'est la surprise. Les points importants à suivre. Donc, ne pas avoir une trop grande confiance en soi en disant je suis déjà certifié, c'est déjà passé à l'audit initial, donc ça va passer tranquille. À l'audit de surveillance, non, il faut rester concentré et rigoureux dans la préparation de son audit Calliope. Ensuite, un point en plus, c'est que certains indicateurs qui n'avaient potentiellement pas été audités lors de l'audit initial, je pense notamment soit à la certification si vous êtes mis à faire des titres RNCP, à la sous-traitance, le 27, si vous ne faisiez pas de sous-traitance et que maintenant vous en faites, eh bien, c'est un indicateur qui va être audité. Et puis, si vous aviez eu un audit aménagé, eh bien, l'audit de surveillance est complet, ça veut dire qu'on verra tous les indicateurs, donc ceux qui n'avaient pas été vus à l'audit initial. Ensuite, on peut également dire que depuis maintenant un peu plus de 2 ans, presque 3 même, les auditeurs deviennent maintenant plus rodés avec le référentiel, donc ils savent mieux investiguer, donc ils seront peut-être plus rigoureux dans leur approche de l'audit. Également, dans le cas de figures certaines fois rencontrées par nos auditeurs, ou Marc ou moi-même, que certains organismes n'ont pas pris en compte l'évolution du guide de lecture qui date donc de mars 2021. C'est notamment qui retire les titres RS des indicateurs 3, 7 et 16. Donc, important de prendre en compte ces évolutions. Et puis, on le verra un peu plus tard, mais les audits de surveillance sont globalement dans un temps plus court. Et donc, on voit plus d'indicateurs dans un temps plus court. Et donc, il est important d'être fluide lors de cet audit pour ne pas s'éparpiller et perdre du temps. Et également, le fait que l'audit de surveillance est globalement un audit à distance. Et donc, même s'il y a à distance, nous vous recommandons d'être dans vos locaux si besoin qu'il y ait de scanner un document ou si vous n'avez pas en votre possession. Si l'auditeur n'est pas en mesure de le voir, eh bien, normalement, c'est censé être une non-conformité, même si vous l'avez dans votre placard au bureau. Alors, nous vous rappelons aussi que la question est récurrente à l'issue de chaque webinaire. 2 points peut-être à 2 portes enfoncées ici. La première, c'est que c'est bien un audit complet sur l'ensemble des indicateurs, qu'ils aient été audités ou non audités lors de l'audit initial et ou d'extension, que ce soit clair pour tout le monde. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut, je pense, garder à l'esprit et réinsister sur l'importance, en fait, aussi du temps, mais qu'on va revoir juste après. Être chez soi présente un inconvénient majeur de ne pas avoir accès à ces dossiers s'ils sont, en fait, papier. Alors, quand programmer l'audit? Alors, nous avons donc 2 cas de figure. Comme vous le savez, ceux qui ont été certifiés en 2019 et 2020 possèdent une certification qui dure 4 ans et ceux qui ont été certifiés à partir du 1er janvier 2021 possèdent une certification qui dure 3 ans. Et donc, on a 2 tempos différents. Pour les 4 ans, c'est entre le 14e et le 28e mois. Et pour les 3 ans, un tempo un peu plus serré entre le 14e et le 22e mois. Et on peut programmer l'audit jusqu'à la dernière minute. C'est un risque que vous pouvez prendre en sachant que des non-conformités constatées, vous pourrez les corriger à l'issue du 28e et ou à l'issue du 22e mois. Et attention, ce ne sera pas la même chanson lors de l'audit de renouvellement, mais on en parlera un peu plus au mois de décembre. Allez, on passe. Hop. Alors, une petite attention que l'on souhaite mettre en évidence. Donc, si vous êtes certifié sur 4 ans, vous avez donc une fenêtre, comme on l'a dit, plus large, ce qui fait qu'il peut y avoir 17 mois au minimum entre le renouvellement et la surveillance. Si vous souhaitez tirer votre période jusqu'au bout et le faire, je dirais, last minute, eh bien, vous avez 17 mois entre la surveillance et le renouvellement. Pour les 3 ans, c'est beaucoup plus difficile. Si vous allez last minute sur le 22e mois pour faire votre audit de surveillance, eh bien, vous vous retrouverez à faire le renouvellement donc pratiquement dans la même année. Il y aura 11 mois d'écart entre la surveillance et le renouvellement. Donc, 2 audits en un an. On sait que ça peut être lourd à préparer. Donc, réfléchissez bien si vous souhaitez anticiper un peu plus votre audit de surveillance pour être un peu plus tranquille pour le renouvellement. Oui, attendre la dernière minute, pourquoi pas. Voilà, vous risquez d'être confronté à gérer 2 audits sur la même année. Et gardons à l'esprit que beaucoup d'organismes ont fait ce décalage et le premier trimestre, voire le premier semestre, s'annonce particulièrement chargé en termes d'audit de surveillance. Donc, les places vont être chères pour assurer les audits. Alors, les modalités. Alors, les modalités. Donc, si l'audit initial a été réalisé en présentiel, alors la modalité de l'audit de surveillance est donc à distance. Précédemment, nous avons dit qu'il était possible de le faire en présentiel, mais nous avons reçu des consignes qui font qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, un audit initial réalisé en présentiel est un audit à distance
quasi obligatoirement, quelques exceptions, si vous avez eu beaucoup de non-conformités et que notre comité a décidé que vous serez fait en présentiel, mais voilà, donc c'est des cas très rares. Ou par exemple, si vous faites je pense aux formations, si vous êtes une personne sourde ou malentendante, vous savez, c'est un cas de force majeure qui fait qu'on pourra faire l'audit à distance, l'audit de surveillance en présentiel. En présentiel et donc l'inverse, bien sûr, à distance. Là, le c'est réglementaire, voilà, exactement. Si l'audit initial a été fait à distance, la surveillance obligatoirement en présentiel. Ne discute pas. Alors, la durée de l'audit, je vais l'enchaîner pour qu'on arrive vers le logo. Je vous rappelle que la durée d'audit est définie dans votre contrat, qui est également lors de la mission du devis, et ce pourquoi Louis était un des coupables. Donc, normalement, sauf modification de votre périmètre, la durée ne devrait pas changer. Je vous rappelle qu'il y a 2 catégories de chiffre d'affaires, les moins de 750 000 et les plus de 750 000 pour l'audit de surveillance. La différence du renouvellement ou de l'initial, où il y a 3 catégories. Donc, pas de changement. La seule impact que l'on pourrait avoir, en fait, c'est si votre périmètre a changé, non pas avec des nouveaux sites, mais c'est surtout, en fait, si vous avez souhaité demander une extension de catégorie, formation, et je me mets à l'apprentissage, je me mets à la VE, c'est ce qui va, en fait, générer un avenant au contrat, généralement une modification de la durée de votre audit en fonction de votre chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce qu'on va nous demander en amont? C'est vrai que l'ISQ va vous solliciter pour que l'auditeur puisse prendre connaissance des évolutions de votre structure, questions sur les évolutions juridiques, organisationnelles, matérielles, en termes de ressources humaines, éventuellement aussi des évolutions commerciales ou d'autres natures. Donc, tout ceci va être demandé en amont de l'audit et ceci sera également, je dirais, confirmé, complété lors de la réunion d'ouverture au tout début de l'audit. Et alors, quels sont les objectifs de l'audit de surveillance, Raphaël? Donc, les objectifs, c'est de permettre de vérifier que les attendus du référentiel sont toujours en vigueur, que ce qu'on a vu à l'audit initial, eh bien, c'est toujours en place à l'audit de surveillance, que vous n'avez pas laissé tomber cette certification. Et donc, les auditeurs vont également avoir une attention particulière aux non-conformités qui ont été relevées lors de l'audit initial, voir comment vous les avez traitées, est-ce que vous avez bien mis en place les plans d'action que vous nous avez transmis pour pouvoir la lever définitivement et donc attester encore plus de la conformité. Ok, allez, la durée, on en a parlé, donc je vais juste garder la main sur celle-ci. De très nombreux prestataires aujourd'hui bénéficient d'une durée d'audit de 0,5 jours car ils ont un chiffre d'affaires de moins de 750 000 euros. Nous vous alertons, c'est en fait une durée très courte. Une seule catégorie, c'est 7 minutes à peu près par indicateur. Pour peu que vous ayez la VAE et le bilan de compétences, vous êtes toujours à une demi-journée. Et avec les 3 catégories, ça vous donne quand même 74 indicateurs, 2 minutes 30 par indicateur. Donc l'auditeur va vraiment survoler, mais ça ne va surtout pas vous laisser le temps d'aller chercher, fouiller. Il faut vraiment pouvoir montrer à l'auditeur tout de suite les éléments de preuve attendus compte tenu de la durée qui est imposée, donc avec un risque quelquefois peut-être accrue de constat de non-conformité, qu'elle soit mineure ou majeure. Alors, qu'est-ce qu'on va auditer? Eh bien, on a vu un petit peu tout ce que l'on allait voir et c'est surtout un point qui va être important, ça va être le contrôle de l'utilisation du logo. Alors, ça prend très peu de temps. Exact. Et il faut quand même... alors, quels sont nos documents de référence, Raphaël? Alors, les documents de référence sur lesquels s'appuient nos auditeurs, il s'agit de la charte d'usage de la marque de garantie Calliope. Donc, cette charte nous dit que nous sommes responsables de vérifier comment nos certifiés utilisent le logo Calliope. Et donc, on le fait au travers des audits de surveillance. Alors, ce que l'on regarde, c'est que la bonne version du logo est utilisée. Donc, à droite, le logo qui possède le bandeau République française et la Marianne, qui est en vigueur depuis le 7 décembre 2020. C'est ce logo que vous êtes censé utiliser sur votre site Internet et les supports dédiés. Alors, le petit clin d'œil avec ces 2 logos, c'est vrai que l'indicateur 23 nous dit que vous êtes censé démontrer une veille légale et réglementaire. Il est dur, difficile, voire impossible à un auditeur de vous noter en conformité s'il retrouve l'ancien logo. On aura du mal à croire que la veille légale et réglementaire soit effectuée. Donc attention à ça, en sachant que le logo seul, c'est possible ou pas? Non, le logo seul, ça ne suffit pas, Marc. Il y a une phrase obligatoire donc, qui est tirée de cette charte qu'on vous a parlé précédemment qui dit « La certification qualité a été délivrée au titre de l'un ou des catégories d'actions suivantes. » Et donc, vous listez, si vous êtes uniquement action de formation, vous mettez la catégorie action de formation. Si vous en avez 2, 3, vous les listez les unes derrière les autres. Mais voilà, il faut avoir la mention obligatoire proche du logo.
Et alors, une petite slide de synthèse sur ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire avant d'arriver à ce qu'on a découvert avec certains OPCO. Alors, ce que vous avez le droit de faire, c'est d'utiliser ce logo Calliope sur votre site internet, soit en page d'accueil, soit en pied de page, dans un onglet dédié, en précisant, comme toujours, les catégories d'actions certifiées. Vous pouvez l'utiliser sur un catalogue de formation reprenant toute votre activité. Donc, pour catalogue de formation, on entend un catalogue où il y a toutes les formations que vous dispensez listées dans ce catalogue-là. En première page, vous pouvez utiliser le logo Calliope et donc toujours les catégories d'action. Sur des diapos, notamment pour les appels d'offres, si vous souhaitez faire une présentation de votre organisme sur une slide, nos certifications, vous pouvez l'utiliser. Sur des affiches ou brochures qui mettent en avant l'organisme et son fonctionnement, et donc uniquement votre organisme, veuillez retrouver notre organisme à telle rue, nous proposons des formations en management, etc. Vous avez le droit d'utiliser votre logo Calliope également sur une signature d'un mail et carte de visite. Voilà, donc, alors, pourquoi la petite dernière a un danger? Nous avons été alertés par certains de nos certifiés, donc je ne sais pas si c'est votre cas pour ceux qui nous écoutaient. Il semblerait que certains OPCO ne prennent plus en charge certaines formations car non mention de la certification Calliope sur convention, facture et feuille d'émargement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la charte d'utilisation que Raphaël a rappelée vous interdit d'utiliser le logo accompagné de la petite phrase qui va bien sur tout document faisant référence à une action spécifique. Par contre, alors déjà, on a un petit peu de mal à comprendre ce type de position et on n'a pas non plus toutes les informations, donc on va parler au conditionnel. Par contre, rien ne vous empêche, bien évidemment, de noter que vous êtes certifié Calliope sans utiliser le logo, et auquel cas, vous allez pouvoir le préciser sur ces documents. Et après, nous ne pouvons que vous inviter à transmettre à vos très chers financeurs publics des documents réglementaires quant à l'utilisation du logo. Et en sachant que d'ailleurs, normalement, ceci devrait même figurer potentiellement sur les certificats, je crois maintenant, puisque ça fait partie des sources réglementaires, je crois, si on a bien compris ce qu'on a dit hier. Voilà, donc nous avons été pressés par le temps une nouvelle fois avec notre invité. On se donne quand même quelques minutes peut-être, Louis, s'il y a des questions. Non, ça va aller. Sur la fin, uniquement une question sur le droit d'auteur. Donc, est-ce que tu te sens de répondre? Non, je ne me sens pas de répondre et on va rester là. Écoutez, donc ce webinaire sera bien sûr... le webinaire en lui-même a bien sûr été enregistré, donc sera rediffusé en replay sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Nous aurons également le support de formation, le support du webinaire qui sera lui aussi diffusé à toutes les personnes qui se sont inscrites. Ce qui est certain, c'est que nous vous remercions une nouvelle fois de votre attention. Il y aura une dernière séance au mois de décembre. Reste à clarifier le jour et l'heure, en sachant que nous devrions potentiellement commencer un petit peu à parler de l'audit de renouvellement. Les premiers devraient intervenir au mois de août ou septembre 2023 déjà. Vas-y, une petite question. Allez. Pouvons-nous, sur les papiers en tête, dire que nous sommes certifiés Calliope? Du coup, s'il n'y a pas de logo... Voilà. Sans logo, oui. Avec le logo, risque derrière que votre papier en tête se trouve associé à une seule et unique action. Et donc, nous vous rappelons, c'est votre NDA, c'est votre sirène. Ce sont ces deux éléments qui sont certifiés. Ce ne sont pas vos contenus, vos formations, bien évidemment. Donc, on en reste là. Merci encore. N'hésitez pas à nous adresser vos questions en amont et tout au long de ces semaines qui passent, de ces jours qui défilent. Nous sommes toujours là pour répondre. Très bonne fin de mois de novembre et on vous dit, pour ceux qui le souhaitent, au mois de décembre. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci à vous deux et à Stéphanie.